Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un pays qu'on connaît surtout chez nous grâce à son dirigeant et à ses missiles, j'ai nommé la Corée du Nord. Que vas-tu apprendre dans cet épisode? Eh bien, tout simplement, comment déjà tu peux, toi aussi, rentrer en Corée du Nord, si tu le souhaites évidemment. Mais surtout, je vais te parler des nombreuses choses que j'ai vues dans ce pays. Et tu vas le voir, c'est un pays plein de contrastes, avec beaucoup de choses dont tu ne soupçonneras même pas l'existence. Mais tu vas aussi découvrir, avec surprise, que j'ai osé parler politique avec une Nord-Coréenne. Alors, comme tout bon voyage qui s'organise par soi-même, tu commences par te demander comment tu peux te rendre dans ce pays. Donc tu vas sur ton site de réservation de vol en ligne préféré et tu tapes l'aéroport le plus proche de chez toi dans ta barre de recherche, pour ensuite mettre ta destination qui sera Pyongyang. Oui, c'est la capitale de la Corée du Nord. Sauf que là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de vol direct et encore moins la possibilité de t'y rendre comme dans un de ces nombreux pays que toi, globe-trotteuse ou globe-trotteur, tu as déjà fait par le passé. En effet, dans le pire des cas, ce pays te sera totalement fermé et dans le meilleur des cas, tu devras faire quelques manœuvres administratives. Je t'explique. Déjà, tu vas devoir trouver une agence certifiée par le gouvernement nord-coréen. Tu vas devoir prendre contact avec eux, une agence de voyage bien évidemment. Une fois chose faite, tu vas devoir rassembler tout ce que l'agence t'a demandé pour que ta demande soit envoyée à l'antenne européenne de Berlin, donc l'antenne européenne de la Corée du Nord qui se situe à Berlin, avant d'être directement envoyée à Pyongyang pour analyse de ton dossier. Puis ton dossier reviendra à Berlin avant d'être renvoyé dans l'agence où tu as fait ta demande. Temps du processus en 10 à 30 jours pour les cas les plus longs. C'est seulement à ce stade-là que tu sauras si ta demande est acceptée ou non. Une fois reçu le feu vert pour ton visa, tu vas enfin pouvoir aller le chercher toi-même. Oui, toi-même, car tout le processus que je viens de te citer ne te donne en aucun cas le visa. Il te donne seulement le droit d'aller faire ta demande de visa à la délégation nord-coréenne la plus proche de chez toi. Et parfois, tout dépend d'où tu viens, la délégation la plus proche sera dans un autre pays que le tien. Mais bref, pour ma part, il y a une ambassade de Corée du Nord en Suisse à Berne. Alors pour les petits malins qui pensent déjà qu'ils peuvent envoyer leur demande par la poste, c'est mort. Vous devez aller vous présenter vous-même devant la délégation avec votre passeport pour recevoir enfin votre très rare et précieux sésame pour la Corée du Nord. Si je reviens sur mon expérience personnelle, je me rappelle très bien m'être rendu dans un quartier très tranquille de Berne, être arrivé devant le portail de l'ambassade et avoir simplement sonné au portail. Oui, alors c'était comme arriver chez des amis, vous sonnez à la porte et puis vous attendez qu'on vienne vous ouvrir. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je sonnais à une ambassade, évidemment. Puis un homme est arrivé depuis le manoir au fond de la cour pour prendre mon passeport et repartir avec, en me disant I'm come back. En français, je reviens. Alors j'ai attendu environ 30 minutes, assis sagement sur le muret devant le portail. Ensuite, le portail s'est à nouveau ouvert avec l'homme qui avait pris mon passeport qui revenait très gentil me donner mon passeport avec le précieux visa à l'intérieur. C'est donc enfin fait, j'ai ce visa si rare dans mon passeport. Pour l'anecdote ici, le passeport avec lequel j'ai voyagé à l'époque en Corée du Nord est échu aujourd'hui. Et l'État vous fait un trou dans l'ensemble de votre passeport lorsque c'est le cas en Suisse en tout cas. Quand la femme qui était responsable de faire ce fameux trou dans mon passeport afin de rendre l'ensemble de mon passeport non valable, je l'ai tout de suite sensibilisée au fait qu'il était préférable de ne pas trouver cette page-là, et elle a tout de suite compris pourquoi quand elle a vu ce visa qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Maintenant, il te reste deux solutions pour aller en Corée du Nord. Soit tu prends le train depuis Pékin en Chine et c'est très long, trop long si tu veux mon avis, soit tu prends un vol toujours depuis Pékin d'à peine 2 heures et tu y es vite fait, bien fait. Pour ça donc tu l'auras compris, ça dépend du temps que tu as à perdre. Alors ici comment vous expliquer? J'avais tellement entendu de rumeurs et de gens qui, comme souvent c'est le cas, rajoutent des pans complets d'histoire afin de paraître plus intéressant, héroïque ou je ne sais quel intérêt ils ont à faire ça, que je m'attendais à un pays qui allait contrôler mes moindres faits et gestes. Et je m'attendais aussi à être totalement soumis à toutes sortes de règles incompréhensibles pendant les 6 jours que j'allais passer là-bas. Tu conviendras donc que pour un gars qui adore la liberté tel que moi, c'était plutôt un exercice intéressant. Je m'étais même, à tort, tellement laissé convaincre de ça qu'au check de sécurité de l'aéroport en descendant d'avion à Pyongyang, quand j'ai dû déposer tout ce que j'avais d'électronique dans la petite caisse en plastique pour passer au rayon X, je suis reparti en leur laissant mon téléphone et tout le reste de mes affaires électroniques. Quand j'arrive vers mes guides qui m'attendent à la sortie, ils me demandent si j'ai bien tout récupéré. Et je leur réponds avec une grande fierté, oui, j'ai tout récupéré, sauf mes objets électroniques. Ils me disent donc d'aller récupérer tout de suite l'ensemble de mes appareils et ne comprennent pas trop pourquoi j'ai fait ça. Voilà, si vous avez besoin d'un mode d'emploi pour passer pour quelqu'un de chelou en moins de 10 secondes, n'hésitez pas à me demander. Bref, je sais qu'il est mieux d'éviter de parler de choses qui fâchent ou pire de choses qui peuvent vous emmener directement en prison, style la politique, même si vous verrez que par la suite, je parlerai politique avec l'une de mes guides comme annoncé précédemment.
précédemment. D'ailleurs, parlons-en de mes guides. Oui, car vous aurez toujours 2 guides avec vous et un chauffeur en Corée du Nord. C'est obligatoire pour nous, occidentaux en tout cas. Je vous dis 2 guides, mais c'est un minimum. Après, à chaque activité vous allez vous rendre, vous allez vous retrouver avec un guide supplémentaire. Les 2 guides sont là pourquoi? Bon, alors, hormis le fait qu'ils voulaient être sûrs d'avoir la personne qui parlait la bonne langue pour moi, étant donné qu'en Suisse, on parle jusqu'à 4 langages nationaux et qu'ils n'avaient pas demandé lequel des 4 je parlais, ils avaient envoyé une personne qui parlait l'allemand et une personne qui parlait le français, qui sont les 2 langues nationales principales en Suisse. Et secondo, eh bien, s'ils sont 2 tout le temps, c'est pour se surveiller mutuellement. Nous quittons donc l'aéroport, nous allons voir différents monuments, dont celui des 2 Corées qui symbolise la réunification de ces dernières, puis nous irons voir un arc de triomphe avant d'aller à mon hôtel. Mes guides me laisseront et je me retrouverai dans une grande et superbe tour sans le moindre réseau internet. En effet, là-bas ils ont un intranet, c'est une sorte d'internet interne à la Corée du Nord, qui leur donne accès à des informations triées sur le volet pour le peuple nord-coréen et rien d'autre. En étant étranger, je n'y ai pas accès évidemment, mais heureusement j'avais averti mes proches que pendant ces 6 jours, il n'aurait plus aucune nouvelle de ma part. Le soir, je suis seul dans le restaurant d'hôtel. Il y a bien d'autres touristes chinois présents dans l'hôtel. D'ailleurs, ils sont une quantité assez incroyable, mais ils ne mangent pas en même temps que moi. Je dois avouer que j'aime cette solitude, car oui, pour un vrai voyageur, j'aime être dans des endroits où il y a très peu de touristes. Ainsi, je peux me mêler aux locaux et parler plus facilement avec eux, même si pour cette fois, c'est râpé, car toutes les serveuses ne parlent que coréen. Je finis par monter dans ma chambre, qui ressemble complètement à une chambre d'hôtel normale. Rien à dire de plus là-dessus. Je regarde bien évidemment par la fenêtre étant donné que je suis au 12e étage de cet hôtel et j'ai la visibilité sur une bonne partie de Pyongyang, ou du moins la Pyongyang moderne, et sur sa centrale à charbon qui crée un smog au-dessus d'une partie de la ville. Le lendemain je me réveille, je vais déjeuner et j'ai à peu près tout ce que l'on peut retrouver dans un déjeuner normal style continental, croissant, beurre et même quelques fruits. Je suis le seul occidental de tout l'hôtel. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Corée du Nord c'est assez spécial. C'est pour ça que je vous spécifie que j'ai un déjeuner normal, parce que ailleurs ce serait normal du coup, mais la Corée du Nord c'est un pays sous embargo international et par conséquent beaucoup de ressources basiques peuvent leur manquer. Par moment, je me rappelle par exemple avoir eu des coupures d'électricité, ou même chaque matin ma guide me demandait si le matin j'avais eu de l'eau chaude dans ma superbe chambre d'hôtel le soir d'avant. Les seuls pays qui leur transmettent des biens de manière plus ou moins officielle, c'est la Chine et la Russie. Pour le reste, c'est l'idéologie du duché qui fournit à la population leurs biens. Enfin, dans une certaine mesure. Cette idéologie, elle prône l'autosuffisance de tout un chacun. D'ailleurs, si tu as écouté le dernier épisode de Hors-Carte, tu dois te rappeler que j'avais dit que je voyageais à la dure, tout en dormant majoritairement dehors et dans certains endroits parfois chez l'habitant. Mais là, tu dois certainement te dire que si je dors dans un hôtel, que j'ai un chauffeur et que je suis en train de me faire plaisir avec l'argent des sponsors, rassure-toi, c'est pas le cas. Car de 1, ces dépenses plus grosses que d'habitude étaient prévues dans le budget avant de partir en tour du monde, et de 2, en Corée du Nord, c'est purement et simplement impossible de dormir et de voyager comme je le faisais. Nous reprenons donc notre visite et allons voir différents musées. Nous nous arrêtons aussi à l'université la plus prestigieuse du pays. Nous traversons des rues avec quelques voitures et surtout beaucoup de piétons et de cyclistes. Ces derniers osent braver le froid de cette journée d'hiver où les températures sont négatives. Par la suite, nous nous rendrons au barrage d'Imnan, qui est bien plus au sud-est de Pyongyang. Puis nous irons voir la fameuse ligne de démarcation, avec une certaine fierté de ma part de pouvoir être l'un des rares occidentaux à la voir du côté nord-coréen. Nous nous rendrons à l'endroit emblématique où Trump et Kim Jong-un ont traversé la fameuse ligne de démarcation, et ça juste quelques mois avant, et je me rendrai également dans le baraquement où l'armistice a été signé, et où malheureusement, la ligne de démarcation de la 38e parallèle fut officialisée. Sur cette fameuse ligne de démarcation, je verrai un officier en uniforme, et j'y demanderai une photo. Oui, et si pour certains d'entre vous, vous vous dites que demander une photo à un homme en uniforme n'a rien d'incroyable, sachez qu'en Corée du Nord, les rumeurs que je vais me faire un plaisir de démonter, qui disent que prendre un soldat en photo peut être interdit, sont totalement fausses. En effet, c'est comme partout. Du moment que vous le demandez poliment et que le garde ou le policier accepte, il n'y a aucun problème. Avouez qu'une photo avec un officier en uniforme devant la ligne de démarcation côté nord-coréen est presque une photo collector. Nous retournerons à Pyongyang après ça et nous visiterons le musée de la guerre, qui parle bien évidemment des grandes batailles de la Corée du Nord. Puis je visiterai une sorte d'école d'art des sciences où l'on me montrera plein de choses typiquement coréennes, comme des danses et bien évidemment de l'art. Pour l'avant-dernier jour, nous nous rendrons dans les montagnes pour aller visiter un musée avec, accrochez-vous bien, des gardes à l'entrée de ce musée qui ont chacun d'eux des kalachnikovs en or, ou du moins des kalachnikovs plaqués or. Ce musée a été érigé en l'honneur de leurs dirigeants et il est immense. Il a des centaines de mètres de galeries remplies de tableaux et de cadeaux venant de
pays, d'associations ou encore de clubs du monde entier. Oui, oui, vraiment, du monde entier. Et tous ces cadeaux sont adressés aux différents dirigeants de la dynastie Kim. Quand je vous parle du monde entier, je vous parle aussi des pays occidentaux. Puis, nous allons faire une petite marche dans les montagnes pour ensuite aller visiter un village typique avec un temple non loin de là. Et j'arrive déjà au dernier jour où nous irons voir les deux grandes statues en bronze des anciens dirigeants nord-coréens, à savoir Kim Il-sung et Kim Jong-il, qui se situent en plein cœur de Pyongyang. C'est un endroit très important pour les Nord-Coréens. Par conséquent, on me demande d'être bien habillé pour m'y rendre. Je vais donc pas vous cacher que ce point me posait un léger problème. En effet, faisant le tour du monde avec 2 pantalons, 2 pulls, 3 t-shirts, une polaire, 2 paires de chaussures et une veste de pluie, il m'était difficile d'avoir des beaux habits. J'ai donc le soir d'avant lavé l'un de mes 2 pantalons dans l'évier de ma chambre d'hôtel, en espérant qu'il ferait l'affaire. Et surtout, j'ai sorti ma veste de pluie que je n'avais encore jamais utilisée, vu que je privilégiais toujours le poncho en temps de pluie. Mais autant vous dire que de me pointer là-bas en poncho aurait été burlesque. Ma guide me voit arriver et comme je pouvais m'y attendre, elle me demande si je n'ai pas mieux. Bon, je réponds que non, que je voyage avec le minimum et je vais donc avec ma guide au kiosque le plus proche. On achète un petit bouquet de fleurs car on ne va pas voir ces statues sans offrande. Et puis je sais que s'il y a bien un endroit en Corée du Nord où il faut éviter de faire la moindre variante, c'est devant ces statues. Alors je suis ma guide comme un petit toutou et j'imite ses moindres faits et gestes. Je dépose mon bouquet au pied de la statue, je me retire sans tourner le dos aux statues, attention, puis quelques mètres plus loin, je me retourne enfin en même temps que ma guide et je fais une photo devant. Je dois encore préciser ici qu'en Corée du Nord, vous n'avez que 2 poses autorisées pour les photos. La première pose est celle que j'ai adoptée, c'est d'avoir les bras ballants le long du corps. Et la deuxième, c'est de se tenir les mains au centre du corps, et voilà, c'est tout. Il faut donc voir les choses du beau côté, vous n'aurez pas de problème à savoir où poser vos mains comme ça. L'après-midi, nous irons dans un restaurant où on me fera déguster les 4 bières nord-coréennes. Puis, nous mangerons un grill typiquement coréen avant de partir faire des courses dans un supermarché où je devrais échanger mes euros ou dollars contre des won nord-coréens. Ceci afin de pouvoir acheter certaines choses dans ce centre commercial, puis le solde de ma monnaie, je devrais le rendre car vous n'avez pas le droit d'emporter de la monnaie nord-coréenne en dehors du pays. Nous discuterons avec ma guide sur le chemin de l'aéroport de la rencontre entre Trump et leurs dirigeants, car oui, j'étais là-bas durant cette période. Et elle me confiera que les Coréens attendent beaucoup de cette rencontre et qu'ils aimeraient pouvoir négocier des conditions plus avantageuses et qui sait, peut-être même la paix. Je continue à creuser sur le sujet et je me rends compte que beaucoup de choses sont intéressantes dans ce qu'elle me dit. J'aurais donc réussi à parler politique avec une nord-coréenne et politique extérieure qui plus est. Ce qui, croyez-moi, est une chose risquée. Mais j'aime discuter avec des gens qui ont des visions différentes et surtout aussi différentes que la Corée du Nord, car à l'heure de la mondialisation à tout va, cette petite moitié de pays qui reste en autarcie de tout ce brouhaha mondial et qui par conséquent garde des opinions sur certains points très intéressants. Il faut aussi savoir que tout le long de mon voyage là-bas, c'est comme si j'étais retourné dans les années 70-80. Les femmes avaient des brushings, les hommes étaient bien coiffés sur le côté et l'habit communiste par excellence était de rigueur. Très peu de couleurs aussi dans les habillements, bien évidemment. Ici, je tiens à repréciser encore une fois, si vous ne l'aviez pas entendu dans le premier épisode de mon podcast, que je ne fais pas de politique, je ne fais pas d'apologie non plus de quoi que ce soit sur ce podcast, et par conséquent, je ne donnerai aucun avis. Car pour moi, l'important quand je visite un pays, c'est les gens que je rencontre et les lieux visités. Et c'est tout, le reste est bien trop tordu pour moi. Merci d'avoir écouté ce podcast et soyez au rendez-vous dans 2 semaines car Orkart accueillera sa première invitée. D'ailleurs, foncez me suivre sur Instagram sous le nom de Sklizias car vous aurez la possibilité, seulement via Instagram, de lui poser des questions que je lui poserai pour vous sur le prochain épisode. Je vous dis donc à dans 2 semaines, même endroit, même heure, bye bye.